Ce programme est déconseillé au jeune public. Certains passages de ce programme sont susceptibles d'impressionner les personnes les plus sensibles. Allô? Allô? Oui, j'écoute. Vous faites du popcorn? Ah, Moi, je n'en mange qu'au cinéma. Bah justement, je vais me regarder une cassette. Ah oui? Laquelle? Oh, je sais pas encore, un film d'horreur. Vous aimez les films qui font peur? Mais qu'est-ce que vous me voulez? Voir la couleur de tes tripes. Qui est là? At the University of Florida in Gainesville today, there is widespread concern that a serial killer is on the loose. Now officials say all 3 victims were found mutilated. Même si Ray Barber est un flic expérimenté, rien ne l'a préparé à ce qu'il va voir. La scène qu'il va découvrir est proprement terrifiante. Il faut en plus l'arrêter au plus vite, parce qu'il a déjà massacré 3 personnes en moins de 12 heures. Le fait qu'un homme ait été tué pour la première fois, ça montre aussi que personne n'est à l'abri. Personne n'est en sécurité à Gainesville. The killing sent a shockwave here through the University of Florida campus. You know, it really makes me fear for my life. Ce qui paraît à peu près sûr, c'est qu'il va continuer de frapper encore et encore jusqu'à ce qu'on l'arrête. Je crois qu'on a atteint des sommets dans l'échelle Richter de l'horreur. Elle a dressé une liste de 675 suspects. Le cauchemar est loin d'être terminé. Bonjour à tous, c'est Lionel, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui à l'occasion de la sortie du nouveau Scream. Bonsoir Sidney, c'est un honneur. Scream 5, donc le 5e volet de la célèbre saga de films d'horreur. J'ai souhaité vous raconter l'histoire vraie qui a inspiré Scream. Donc accrochez-vous parce que les meurtres de Gainesville, c'est vraiment ultime dans le genre. Je crois qu'on peut difficilement faire pire. On va se faire peur aujourd'hui. Donc si vous êtes trop sensible, je vous déconseille vraiment de regarder sa vidéo parce que vous risquez de faire des cauchemars. Donc on va démarrer. Mais avant toute chose, si vous aimez mon contenu, si vous souhaitez m'encourager à continuer à vous proposer des vidéos, si vous voulez m'aider à être mieux référencé sur YouTube, merci de liker cette vidéo et aussi de vous abonner à la chaîne en activant la cloche pour être prévenu des futures vidéo. N'ayez pas peur, c'est juste un petit clic qui ne vous engage à rien. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Merci à ceux et à celles qui le feront. Donc c'est parti, je vais faire comme d'habitude, je vais commencer par une présentation des faits et ensuite il y aura une partie commentaires et analyse dans laquelle je passerai en revue les points communs entre l'affaire des meurtres de Gainesville et le film Scream. Donc on va remonter il y a plus de 30 ans et on va partir aux États-Unis. Plus particulièrement dans une petite ville paisible nommée Gainesville, en Floride. On est fin août 1990 et à Gainesville, l'été se termine. C'est la rentrée universitaire pour près de 40 000 étudiants, notamment Christina Powell, une ravissante jeune fille de 17 ans qui veut devenir architecte. Christina loge dans un appartement dans une résidence universitaire nommée Williamsburg Village Apartments, située à l'adresse Southwest 16e Street. Avec sa mère, Christina avait visité un autre appartement, et sa mère d'ailleurs le préférait parce qu'elle considérait qu'il était plus sécurisé. Mais Christina a préféré emménager dans la résidence Williamsburg. Mais Christina ne vit pas seule, elle partage son appartement avec une autre colocataire nommée Sonia Larson. Âgée de 17 ans, Sonia est une jeune fille très croyante qui veut devenir institutrice. À Gainesville, il fait bon vivre. C'est une petite ville américaine sans histoire, la vie s'écoule paisiblement. Mais le 26 août 1990, Gainesville va basculer dans le cauchemar. Ce jour-là, les parents de Christina sont très préoccupés. En effet, ils ne parviennent pas à joindre leur fille au téléphone. Ils tentent d'appeler Christina sans succès. Le plus inquiétant, c'est que Sonia, sa colocataire, est elle aussi injoignable. De plus en plus anxieux, ils décident de prévenir la police. Vers 16h, un sergent du Gainesville Police Department nommé Ray Barber se rend à la résidence Williamsburg à Gainesville. Le sergent Barber frappe à la porte mais personne ne lui répond.
C'est étonnant parce que la voiture de Christina est garée devant la résidence. Le policier décide donc de rentrer à l'intérieur de l'appartement. Et là, tout de suite, il sent une terrible odeur qui flotte dans l'air. Et cette odeur, c'est l'odeur de la mort. L'officier de police pense d'abord à un cambriolage qui a mal tourné, mais il va vite découvrir que la réalité est tout autre. Même si Ray Barber est un flic expérimenté, rien ne l'a préparé à ce qu'il va voir. La scène qu'il va découvrir est proprement terrifiante. Dans une chambre, il aperçoit le corps de Sonia Larson sur son lit. Elle a probablement été attaquée durant son sommeil. Ses bras et ses mains sont étendus au-dessus de sa tête et elle a reçu une vingtaine de coups de couteau et a été tirée en bas de son lit. Mais il y a pire. Son corps a été mutilé. Ses mamelons ont été coupés et emportés, comme des trophées ou des souvenirs. Donc le sergent Barber est sous le choc et il explore le reste de l'appartement. Dans le salon, au bas d'un petit escalier, il découvre le corps de Christina. Son cadavre a 5 entailles dans le dos. Et Christina a été abusée avant d'être tuée. Gravement abusée même. Pardon pour les détails, mais son agresseur n'est pas passé par la porte habituelle. Il est passé par la porte de derrière, voilà, si vous voyez ce que je veux dire. Donc c'était vraiment une attaque bestiale. Et c'est pas tout. Il a encore abusé d'elle une fois qu'elle était décédée. Donc là, Barber se rend compte que l'attaquant de ces jeunes filles n'est vraiment pas un simple cambrioleur. Il se rend compte tout de suite qu'il a affaire à quelque chose de beaucoup plus dangereux, beaucoup plus inquiétant. Donc pardon pour les détails, mais c'est vraiment pour que vous compreniez la sauvagerie des crimes, quoi. Et c'est pas fini. Pour terminer, le tueur a disposé le corps de Christina dans une position volontairement provocante. Il a clairement fait ça pour choquer les gens qui la trouveraient. Donc encore une fois, on est vraiment face à quelque chose de très inhabituel. Le sergent Barber se remet de ses émotions et appelle tout de suite du renfort. De nombreux policiers du Gainesville Police Department ainsi que du bureau du shérif du comté d'Alachua arrivent assez rapidement sur place. Et parmi eux, il y a l'officier Gail Barber, qui n'est rien d'autre que la femme de Ray Barber. Ils sont policiers tous les deux. Donc les cadavres sont emmenés à des fins d'autopsie. On va se rendre compte que le tueur s'est servi d'un couteau à très longue lame pour assassiner ses victimes, qu'il a aussi utilisé du ruban adhésif pour les ligoter et qu'il est rentré par effraction dans l'appartement en utilisant un tournevis. En examinant les cadavres, le médecin légiste, ça lui rappelle des mauvais souvenirs. Il craint alors qu'ils aient affaire à un nouveau Ted Bundy, qui est un serial killer tristement célèbre pour avoir semé la panique, en Floride notamment, dans les années 70. Tard dans la soirée, la policière Gail Barber, donc la femme de Ray, quitte la scène de crime pour retourner au bureau du shérif du comté d'Alachua, où elle doit être de permanence. Gail est un peu secouée encore par ce qu'elle a vu. Encore une fois, ce genre de double crime est très rare, surtout à Gainesville, qui est une petite ville sans histoire. Gail Barber revient donc au bureau, qui est beaucoup plus calme, mais là, elle remarque quelque chose d'inhabituel. Krista Hoyt, une jeune employée de 18 ans qui bosse de nuit au service des archives du bureau du shérif, n'est pas à son poste. Étudiante en biochimie, Krista veut travailler dans la police scientifique. Mais bon, elle a trouvé ce petit job aussi pour se faire un peu d'argent en parallèle de ses études. Mais là, elle n'est pas là. Elle n'est pas là, donc c'est très inhabituel parce qu'en plus, elle n'a prévenu personne. Vu ce qui vient de se passer en ville, la policière Gail Barber, elle a un mauvais pressentiment. Donc elle décide de passer un coup de fil chez Krista. Donc elle appelle, la sonnerie retentit mais personne ne décroche. Avec la tension qui règne en ville, Gail Barber, elle décide d'aller faire un saut sur place pour les vérifier elle-même. Donc elle part avec un collègue et vers minuit 30, les deux policiers arrivent à l'appartement. Vu que la voiture de Krista est bien garée sur le parking, les deux policiers présument qu'elle est bien chez elle. Donc Gail Barber toque à la porte de l'appartement de Krista, seulement personne ne vient répondre.
Donc elle recommence, elle frappe plus lourdement à la porte. Ça réveille même le gérant de la résidence qui vient voir. Donc les policiers lui expliquent la situation, lui expliquent que Krista ne répond pas. Avec le gérant, les policiers font le tour de la résidence et ils se rendent compte qu'à l'arrière de la résidence, il y a un grillage qui a été endommagé. Quelqu'un est visiblement entré par effraction à l'arrière du bâtiment. Donc là, Gail Barber et son collègue s'approchent, ils examinent l'extérieur de l'appartement de Krista, ils s'approchent notamment d'une fenêtre, la fenêtre de la chambre de Krista, et ils essayent de voir à l'intérieur, à travers les stores. Et bon, il fait très sombre, la chambre est plongée dans l'obscurité, mais ils aperçoivent quand même une forme immobile dans la chambre, et voilà, ils se rendent compte qu'il y avait bien quelqu'un. Donc là, les policiers se rendent vraiment compte qu'il y a quelque chose qui cloche. Les policiers retournent à la porte d'entrée, ils entrent en force dans l'appartement, cette fois. Donc ils explorent les lieux. Et dans l'appartement, c'est le silence total. Ils vont jusqu'à la chambre. Et là, ils ont une vision d'horreur. Ils voient Krista, qui est assise au bord de son lit. Donc c'est assez flippant. Et le plus horrible, c'est qu'elle n'a plus sa tête. Elle a été décapitée. Et le sol est couvert de sang. Et c'est pas fini. Comble de l'horreur, la tête de Krista a été posée sur l'étagère d'un meuble presque en face d'elle. Comme si le tueur avait volontairement placé sa tête là pour donner l'impression qu'elle se regardait elle-même. Donc c'est vraiment une mise en scène qui donne froid dans le dos. Pour terminer le tableau macabre, le tueur a aussi découpé la poitrine de sa victime et a placé les morceaux sur son lit. Autre détail terrifiant qui sera révélé ensuite par l'enquête, l'agresseur de Krista est entré dans son appartement durant son absence et il a attendu qu'elle revienne cachée dans le salon. Quand elle est entrée chez elle, il l'a attaquée brutalement par derrière. Non seulement l'agresseur de Krista a été très sournois, mais il a aussi été très violent. Il a tapé Krista tellement fort avec son couteau que son cœur s'est rompu. C'est ce qu'a constaté le médecin légiste. À ce stade, pas besoin d'être un prix Nobel pour comprendre que les meurtres sont liés. Ils ont été, selon toute apparence, réalisés par le ou les mêmes auteurs, parce que ils étaient peut-être plusieurs. Plusieurs détails montrent que c'est sûrement le même criminel, parce que le mode opératoire est identique au premier double meurtre. L'agresseur de Krista est entré par effraction dans son appartement en se servant d'un tournevis. Il a forcé une porte coulissante en verre avec cet outil. L'agresseur de Krista a aussi utilisé une arme blanche, vraisemblablement un couteau Ka-Bar, le couteau de combat des US Marines qui est doté d'une lame en acier de 17 cm. Ce type de couteau peut s'acheter très facilement dans n'importe quel surplus militaire américain. Le tueur a aussi utilisé du ruban adhésif de type duct tape pour ligoter ses victimes. L'agresseur des 3 étudiantes est très organisé apparemment, parce qu'à chaque fois, il a emporté avec lui les morceaux de ruban adhésif dont il s'était servi. Et il a aussi, détail très important, lavé les corps avec du savon liquide. De toute évidence, il a fait ça avant de partir pour détruire un maximum de preuves. Il voulait détruire un maximum d'indices potentiels avant de quitter les scènes de crime. Ces éléments feront dire plus tard aux experts du FBI que le tueur a possiblement un rapport avec la police. Il a peut-être été lui-même dans les forces de l'ordre. Pour finir, on note que le Gainesville Ripper a un type de victime précis. Il s'en est pris à chaque fois à des jeunes filles aux longs cheveux bruns, plutôt petites. Ça, c'est assez habituel chez les tueurs en série. Ils ont en général un type de victime précis. Donc là, la police locale, la police de Gainesville, est aux abois. Elle est complètement dépassée, elle est en panique totale. Elle n'est pas habituée à gérer les affaires de ce genre. Elle n'est pas habituée à traiter des affaires de tueurs en série. Et là, il faut en plus l'arrêter au plus vite, parce qu'il a déjà massacré 3 personnes en moins de 12 heures. Ce qui paraît à peu près sûr, c'est qu'il va continuer de frapper encore et encore jusqu'à ce qu'on l'arrête. À Gainesville, le cauchemar est loin d'être terminé. En apprenant le nouveau meurtre, tous les journalistes de Floride se précipitent à Gainesville. Ils veulent couvrir absolument l'événement. La population, quand elle apprend la nouvelle,
elle est complètement choquée. Tous les étudiants sont terrorisés parce que, de toute évidence, il y a un maniaque qui rôde sur le campus. On ne sait pas si ce déséquilibré va à nouveau frapper. Mais bon, les gens ne vont pas se poser la question très longtemps parce que il va recommencer. Le lendemain, le mardi 27 août 1990, des étudiants appellent le bureau du shérif du comté d'Alachua parce qu'ils sont sans nouvelles de deux amis à eux. Tracy Poles, donc une étudiante en pré-droit de 23 ans, et son colocataire Manuel Taboada. Manuel est un athlète, il mesure 1m90 et pèse dans les 100 kg. Tracy et Manuel sont deux amis et sont colocataires. Les représentants de la loi se rendent donc au complexe d'appartements où Manuel et Tracy habitent. Les policiers toquent à la porte de l'appartement et n'obtiennent aucune réponse. Donc les policiers ouvrent la porte et à peine rentrés, ils aperçoivent le corps dénudé de Tracy par terre. Elle a 3 énormes entailles dans le dos. Sur la moquette, les policiers repèrent une longue traînée rougeâtre, comme ça, qui mène jusqu'au lit de Tracy. Et le lit est imbibé de sang. Là encore, c'est une vraie boucherie. Manuel est, lui, dans sa chambre. Tout laisse à penser qu'il a été agressé en premier, pendant qu'il dormait. Et là, il peut y avoir une certaine logique, parce que l'étudiant était très costaud. Donc, le tueur l'a attaqué durant son sommeil et il s'est acharné sur lui. Manuel a reçu de multiples coups de couteau sur la partie haute du corps. Vous voyez le croquis réalisé lors de l'autopsie. À partir des constatations faites sur place, les policiers reconstituent le scénario de l'attaque. Un inconnu est visiblement entré dans l'appartement par effraction et s'en est pris à Manuel pour le neutraliser en premier. Les deux hommes se sont apparemment battus et ont fait du bruit qui a réveillé Tracy. La jeune femme a tenté de se barricader dans sa chambre, mais le tueur a réussi à rentrer dedans. Et vous connaissez la suite. Donc c'est vraiment un scénario de film d'horreur, quoi. Vous imaginez la scène, quoi. C'est terrifiant, terrifiant. L'éventreur de Gainesville a donc réalisé un nouveau carnage, mais cette fois, il n'a pas mutilé ses victimes. Peut-être qu'il n'a pas eu le temps de le faire, tout simplement. Une nouvelle fois, on détecte des traces d'effraction sur la baie vitrée de l'appartement, réalisées avec un tournevis. À l'annonce de ce nouveau double meurtre, Gainesville est complètement KO. Le fait qu'un homme ait été tué pour la première fois, ça montre aussi que personne n'est à l'abri, personne n'est en sécurité à Gainesville. Donc là, la ville entière sombre dans la psychose. Une vague de violence pareille dans une aussi petite communauté, c'est impensable. Surtout en aussi peu de temps. 5 crimes en 72 heures. C'est la psychose en ville. Tout le monde est au courant qu'il y a un maniaque qui rôde à Gainesville. Donc là, des centaines d'étudiants quittent le campus. Des parents demandent à leurs enfants de rentrer chez eux le temps que l'affaire soit résolue. Des voitures de police tournent non-stop dans le centre-ville de Gainesville et aussi dans les environs pour essayer de repérer un éventuel suspect. Les enquêteurs travaillent 24 heures sur 24 pour tenter d'identifier au plus vite le responsable de cette frénésie de meurtre à Gainesville. Un maximum d'agents en uniforme sont déployés en ville, mais la police ne peut pas assurer la sécurité de tout le monde. Donc un vent de panique souffle sur Gainesville. Les gens se précipitent dans les magasins d'armes à feu, ils achètent aussi des battes de baseball, les résidences d'étudiants engagent des vigiles, et en ce qui concerne l'identité éventuelle du tueur, les rumeurs se multiplient à Gainesville. Certains pensent qu'il s'agit d'un livreur de pizza, d'autres imaginent qu'il s'agit d'un policier, ou alors d'un médecin. Bref, c'est vraiment la panique générale, et il faut vraiment que tout ça cesse au plus vite. Donc les policiers enquêtent. Et ce jour-là, il va survenir un incident apparemment anecdotique. Une voiture de police est en train de patrouiller près d'une zone boisée de Gainesville quand les officiers repèrent 2 hommes, un blanc et un afro-américain qui ont un comportement suspect. Ils ont l'air apparemment en plein deal de drogue. Les policiers décident donc de les interpeller. Mais l'homme blanc, qui a l'apparence d'un vagabond, s'enfuit dans les bois. Les policiers se lancent à sa poursuite, sans succès,
l'individu a disparu. En fouillant le secteur, les forces de l'ordre vont quand même découvrir une tente et ce qui ressemble à un campement de fortune. À l'intérieur de la tente, les officiers de police vont trouver du matériel de camping, des vêtements et un sac rempli de billets de banque tachés de peinture rouge. C'est visiblement le butin d'un braquage qui a été commis le 27 août 1990 à la First Union National Bank de Gainesville. 2 hommes, un blanc et un afro-américain, avaient commis un vol armé et emporté $7 000. Donc là, les policiers font le lien. Ils interrogent l'afro-américain qu'ils ont arrêté et ce dernier leur donne le nom de son complice, qui a pris la fuite dans les bois. Un certain Mike Kennedy. Les hommes de loi donc saisissent la tente, tous les objets, et ils les versent au dossier du braquage de la banque. Ils émettent bien entendu aussi un avis de recherche pour retrouver Mike Kennedy. Mais autant vous dire que cette affaire n'est pas leur priorité. Ils ont des choses plus urgentes à faire que d'arrêter un petit braqueur adepte du camping en plein air. Non, eux, ils veulent capturer au plus vite un plus gros poisson. L'éventreur de Gainesville. L'enquête de police relative au meurtre de Gainesville avance. Les experts de la police scientifique ont trouvé 2 indices potentiellement cruciaux sur la première scène de crime. Ils ont prélevé des traces biologiques sur la culotte de Christina Powell et une serviette de papier trouvée à proximité. Il s'agit de la semence du Gainesville Ripper. C'est le début de la génétique et on va procéder à des analyses, mais il va falloir attendre des semaines avant d'obtenir un ADN masculin. Dans les jours qui suivent, les meurtres de Gainesville s'arrêtent. Pas du moins en apparence. Est-ce que l'éventreur de Gainesville est parti ? Est-ce qu'il a quitté la région ? Ou est-ce qu'il a juste fait une pause avant de reprendre de plus belle ? Rien n'est sûr, mais la police continue de travailler d'arrache-pied. Elle a dressé une liste de 675 suspects et créé une équipe d'enquête spéciale dédiée à l'affaire. Chaque personne sur la liste est contactée. Elle est invitée à donner volontairement des échantillons de sang et de cheveux afin de procéder à des comparaisons génétiques. Les policiers ont énormément de suspects à vérifier, 675, mais ils vont se focaliser sur l'un d'eux en particulier. Un étudiant de 18 ans nommé Edward Humphrey. Humphrey a un profil intéressant. Connu pour des actes de violence et d'exhibitionnisme, Humphrey a été récemment expulsé du complexe d'appartements où vivaient Tracy Police et Manuel. Humphrey avait apparemment flashé sur Tracy. Une cicatrice sur le visage, qui est le souvenir d'un accident de voiture, Humphrey est inquiétant. Jeune homme troublé, il a déjà sorti un couteau et menacé une jeune fille de lui écorcher la peau de son corps. Un vrai poète. Humphrey est arrêté pour une accusation d'agression sans rapport avec les meurtres de Gainesville. Il a apparemment battu sa grand-mère. Le jeune homme est incarcéré et sa caution est fixée à $1 million. Autant vous dire qu'il ne va pas pouvoir la payer, ça va être compliqué. Les policiers et les médias vont rapidement faire de Humphrey le suspect numéro 1 des meurtres de Gainesville. Par la suite, la police perquisitionne le nouvel appartement de Humphrey à Hawaiian Village pour rechercher d'éventuels indices. Et son appartement est bizarre. Un côté est très propre et rangé, et l'autre sale et rempli d'ordures et d'objets cassés. C'est comme si 2 personnes, ou 2 individus à la personnalité différente, vivaient dans cet appartement. À moins que ce soit une personne qui ait des problèmes, des troubles de la personnalité. Il est évident qu'Humphrey souffre de problèmes psychiatriques. Donc là, la police va fouiller méticuleusement son logement. Elle va mener des investigations, mais aucune preuve reliant Humphrey au meurtre de Gainesville ne va être trouvée. 3 semaines plus tard, les prélèvements réalisés sur les scènes de crime parlent. Un ADN masculin inconnu est isolé. C'est certainement celui de l'éventreur de Gainesville. Seulement, son identité reste un mystère. Des comparaisons sont effectuées entre cet ADN inconnu et celui d'Humphrey. Et coup de théâtre, les 2 profils génétiques sont différents. Humphrey est donc a priori innocent. Seulement, certains policiers continuent à le soupçonner. Ils se disent que Humphrey avait peut-être un complice. Sachant que l'éventreur de Gainesville a pris des risques énormes, les policiers se disent qu'il n'est sûrement pas à son premier coup d'essai et qu'il a déjà tué dans le passé.
Ils entrent donc toutes les caractéristiques des meurtres de Gainesville dans un logiciel qui s'appelle le logiciel VICAP, qui est en gros une sorte de grosse base de données nationale créée par le FBI pour tenter de retrouver des correspondances avec d'autres crimes violents commis ailleurs aux États-Unis. Vous connaissez probablement tout ça, vous avez vu des séries, etc. Donc ils ont des critères comme par exemple arme blanche, ruban adhésif, infraction avec un tournevis, etc. Et là, ça va matcher, comme on dit. On découvre des similitudes entre les meurtres de Gainesville et une autre affaire. Une affaire criminelle irrésolue. Un triple homicide perpétré en novembre 1989 à Shreveport, en Louisiane. Moins d'un an avant les meurtres de Gainesville, le 4 novembre 1989, Julie Grissom, une infirmière de 24 ans aux cheveux bruns, son père Tom et son neveu Sean avaient été poignardés à mort dans une maison. Julie Grissom était visiblement la cible. Elle avait été attachée avec du ruban adhésif avant d'être abusée. Détail important, le tueur avait nettoyé sa victime avec du savon liquide pour éventuellement enlever des preuves ADN avant de la placer dans une posture grotesque assise au bord de son lit. Exactement comme Christa Hoyt. C'est le même mode opératoire que les meurtres de Gainesville. L'affaire du triple homicide de Shreveport n'avait jamais été élucidée, mais la police locale suspectait un homme précis, un vagabond de 36 ans nommé Danny Rolling, dont l'une des spécialités était le braquage de banque. Dans sa jeunesse, Rolling a été condamné pour cambriolage et voyeurisme, et il a déjà purgé plusieurs peines de prison dans les États du Sud. En mai 1990, Rolling a commis un acte grave. Il a tenté de tuer son père lors d'une dispute familiale en lui tirant dessus avec une arme à feu. Un mandat d'arrêt a donc été émis contre Danny Rolling, mais il a disparu dans la nature. Donc là, il y a cette piste de Louisiane, et coup de théâtre, on va apprendre qu'un malfaiteur de Louisiane a justement été arrêté le 8 septembre 1990 à Ocala, en Floride, à environ 60 km de Gainesville. Et l'homme avait essayé de braquer un supermarché. Et ce braqueur n'est rien d'autre que Danny Rolling. Et là, la police de Gainesville va réaliser que Rolling est certainement aussi l'auteur du braquage de la First Union National Bank de Gainesville, une attaque à main armée qui avait été commise le 27 août 1990, le matin d'un des meurtres. Rappelez-vous, un suspect nommé Mike Kennedy avait pris la fuite. De toute évidence, le vrai nom de Mike Kennedy était Danny Rolling. On avait retrouvé la tente du vagabond dans les bois et la police de Gainesville n'avait pas fait le lien avec les meurtres et elle n'avait pas jugé l'affaire prioritaire, donc elle avait versé les pièces au dossier du braquage de la banque. Donc là, les policiers vont retourner récupérer les affaires qui avaient été saisies pour retrouver d'éventuelles preuves reliant Danny Rolling au meurtre de Gainesville. Et là, on va trouver une montagne de preuves. On va retrouver par exemple le tournevis ayant servi à Rolling pour entrer par effraction dans les appartements de ses victimes. On va aussi par exemple détecter du sang de Manuel, l'une des victimes des meurtres, sur un des pantalons de Danny Rolling, ou alors un poil d'une de ses victimes dans son sac de couchage. On va également retrouver une cassette audio qui a été enregistrée par Rolling juste avant les meurtres de Gainesville. On va reparler de cette cassette audio dans quelques instants. Donc là, je vais accélérer un petit peu. Il va falloir attendre près de 4 ans pour que Danny Rolling passe devant la justice. L'accusation, le procureur vont avoir beaucoup de travail pour bâtir le dossier. En 1994 s'ouvre le procès de Danny Rolling pour les meurtres de Gainesville. Et contre toute attente, il va plaider coupable pour ses actes. Par contre, il va nier toute implication concernant les meurtres de Shreveport en Louisiane. On va apprendre durant le procès que Rolling a souffert dans son enfance de mauvais traitements. Son père lui a infligé des sévices physiques et psychologiques pendant des années. Notez que James Rolling, donc le père de Danny, était policier. Ça nous fait donc penser au profil qui avait été établi par le FBI concernant le Gainesville Ripper. Rappelez-vous, ils avaient dit qu'ils avaient possiblement un rapport avec la police. Pour sa défense, Danny Rolling va expliquer, et là c'est très américain, qu'il n'était pas lui-même quand il a commis ses actes.
c'est un démon qui l'aurait poussé à le faire. Un démon qui prenait possession de Danny Rowling à la nuit tombée. Et ce n'est que le lendemain matin que Danny Rowling se rendait compte de ce qu'il avait fait, enfin, selon ses propres dires. Il est possible que Danny Rowling et ses avocats aient fait un pari en plaidant coupable. En règle générale, la justice est plus clémente avec les accusés qui plaident coupables, qui reconnaissent les faits. Mais là, ça ne va pas marcher pour plusieurs raisons. Tout d'abord, comme je vous l'ai expliqué, on a retrouvé une cassette audio dans la tente de Danny Rowling qui s'était enregistrée quelques heures avant les meurtres. Et sur cette cassette audio, on l'entend par exemple donner des conseils de chasse à son frère Kevin. Il lui explique que pour tuer un cerf, il faut viser les poumons. Et c'est exactement la méthode qu'il a employée pour tuer Manuel Taboada. La grande question qui s'est posée lors du procès, et c'est assez habituel, c'est de savoir si Rowling, l'accusé, avait toute sa conscience lors des crimes, s'il savait ce qu'il faisait, et si ces crimes étaient prémédités. Le système de défense de Rowling a consisté à dire que c'est un démon qui l'avait poussé à le faire, donc il n'était pas responsable en fait. Mais Rowling s'est vanté plusieurs fois en prison d'être une superstar du crime, donc on peut peut-être douter de sa sincérité. Et il y a un autre élément, qui celui-là est accablant, qui est à la fin du message audio enregistré sur la cassette, la fameuse cassette retrouvée dans la tente. Sur cette cassette audio, on entend notamment Rowling laisser un message à son père, sa mère et à son frère. Il leur dit qu'il les aime. Et à la fin, on l'entend dire « I got something I gotta do ». Ce qui veut dire « j'ai quelque chose que je dois faire ». Et là, il parle des massacres qui vont être commis à Gainesville. Donc tout laisse à penser que Danny Rowling savait exactement ce qu'il allait faire et que tout était prémédité, quoi. La dernière chose, le dernier détail qui a scellé le destin de Danny Rowling lors du procès, c'est quand le procureur a montré les photos des scènes de crime aux membres du jury. Les photos étaient tellement atroces que il était impossible que le jury épargne la vie de Rowling. Le 29 avril 1994, Danny Rowling a donc été condamné à la peine capitale. Dans le couloir de la mort, il va avouer être l'auteur du triple homicide commis à Shreveport en Louisiane. Shreveport était la ville de naissance de Rowling. Le 25 octobre 2006, Danny Rowling est exécuté par injection létale à la prison d'État de Floride. Donc voilà, donc c'était l'affaire des meurtres de Gainesville, une affaire terrible. Je crois qu'on a atteint des sommets dans l'échelle Richter de l'horreur là. Donc selon moi, Danny Rowling est l'un des pires tueurs en série ayant existé. Bon, j'avais déjà parlé d'Ivan Milat, mais bon, Danny Rowling aussi c'est un sacré client parce que lui, voilà, c'était un tueur en série, abuseur en série, nécrophile aussi. Donc bref. Donc ne partez pas, chers spectatrices et spectateurs, vous allez apprendre encore pas mal de choses. L'émission n'est pas terminée, restez jusqu'à la fin. Avant de passer à la partie commentaire-analyse, je tiens quand même à dire quelque chose. Ce que je vais dire n'engage que moi, mais bon, je tiens quand même à relever une infime part d'humanité chez Danny Rowling. Rowling qui est indéfendable, que les choses soient bien claires. Ceux qui connaissent mon travail, qui le suivent depuis des années, savent que je n'ai pas pour habitude de défendre les gens, ce type de personnage, loin de là, c'est plutôt le contraire. On ne va pas chercher à excuser Danny Rowling, c'est inexcusable ce qu'il a commis. Même s'il avait souffert dans son enfance, il avait été battu par son père qui était très violent avec lui. Danny Rowling avait un côté maléfique. Il a commis des actes monstrueux, mais il avait quand même une minuscule part positive. Danny Rowling avait un côté artiste, parce qu'il jouait de la guitare et il chantait. Vous pouvez d'ailleurs retrouver sur internet, sur YouTube, une chanson qu'il a chantée qui s'appelle Mystery Rider, Cavalier Mystère. Et je dois avouer que Rowling avait une belle voix. Voilà. Il était doué pour ça. Et d'ailleurs, ça me fait penser à Charles Manson, c'est un autre personnage assez sinistre, qui est très célèbre dans le domaine du true crime, qui lui aussi, à ses débuts, avait commencé comme chanteur. Il avait même été ami avec les Beach Boys. Et là, bon, c'est une autre affaire.
Mais pour revenir à Rowling, c'était un artiste parce qu'en plus, il était doué aussi en dessin. Vous pouvez retrouver des croquis qu'il avait réalisés. Voilà, donc malgré toute la noirceur de cette personne, il avait quand même une minuscule part positive, entre guillemets. Il avait une forme de talent. Et c'est vraiment dommage qu'il n'ait pas choisi d'emprunter la voie artistique plutôt que la voie du crime, parce que s'il avait fait ça, non seulement ça lui aurait sauvé la vie, mais ça aurait aussi sauvé la vie de toutes les victimes qu'il a fauchées, donc en 1989 et 1990. Nous avons vu les faits, nous passons maintenant à la partie commentaires et analyse. On vient de voir que l'affaire des meurtres de Gainesville est donc une affaire qui est d'une violence assez rare, et que cette affaire a inspiré partiellement les films Scream. En particulier le premier, qui reste le meilleur de la saga. C'est souvent le cas dans les sagas au cinéma. Le premier film Scream est sorti sur les écrans en 1996. Alors attention, le scénario du film Scream est loin d'être identique avec la véritable affaire des meurtres de Gainesville, hein. Ça c'est certain. Mais il est avéré que le scénariste du film, donc Kevin Williamson, a eu l'idée d'écrire le scénario de Scream en suivant à la télévision un reportage sur l'affaire des meurtres de Gainesville. Il a raconté qu'il était en train de regarder le reportage télévisé sur ce tueur en série assez effrayant, quand il s'est rendu compte qu'en fait, la fenêtre de sa chambre était ouverte à côté de lui. Et là, il a commencé à imaginer des choses, il a commencé à se demander ce qui se passerait si quelqu'un rentrait par surprise chez lui. À mon avis, il a dû rapidement fermer sa fenêtre. Encore une fois, il est très clair que les deux histoires sont différentes. Ceci dit, j'ai quand même relevé un certain nombre de points communs entre la véritable affaire des meurtres de Gainesville et le film Scream. Je vais maintenant passer en revue tous ces points communs. On va s'amuser, c'est aussi l'occasion de parler de films d'horreur, vous savez bien que j'adore le cinéma. Voilà, donc, dans les deux histoires, à chaque fois, ça se passe dans une petite ville paisible, une petite ville universitaire. Gainesville dans la réalité et Woodsboro dans Scream. Woodsboro est une ville imaginaire, pour éviter de trop stigmatiser une ville américaine. Donc le cadre de l'histoire, c'était déjà un premier point commun, mais il y en a d'autres. Je vous les livre un petit peu en pagaille, comme ça, dans le désordre. Il y a par exemple aussi le mode opératoire du tueur, qui, dans l'affaire des meurtres de Gainesville et dans Scream, s'en prend à ses victimes la nuit et qui rentre par effraction chez elles, souvent dans des appartements ou dans des maisons. Autre point commun, la tenue du tueur. Donc dans Scream, le tueur qu'on surnomme Ghostface est habillé en noir, il porte un masque inspiré du cri de Munch, c'est une peinture célèbre. Dans la réalité, Danny Rowling était aussi habillé en noir quand il attaquait ses victimes la nuit, et il portait un masque aussi, mais un masque de ski. Autre point commun, le rôle important des médias. On voit bien qu'à Gainesville, tous les médias se sont précipités pour couvrir l'affaire. Dans le film Scream, c'est pareil, hein. Il y a notamment une journaliste qui est incarnée par Courtney Cox, qui est une des personnages principales de la série et qui est journaliste aussi. Elle est journaliste et elle vient couvrir l'affaire. Elle interroge les étudiants. Donc là, ça rappelle vraiment la vraie histoire. Autre point commun, l'ambiance de psychose qui règne en ville, que ce soit à Gainesville ou à Woodsboro dans le film Scream, il y a vraiment une ambiance très particulière. Tous les étudiants ont peur et ils se soupçonnent les uns les autres aussi, parce que le tueur peut être parmi eux, voilà. Et ça c'était pareil à Gainesville. À Gainesville, les gens soupçonnaient tout le monde. À un moment, on s'est demandé si le tueur de Gainesville n'était pas un livreur de pizza, un policier ou un médecin. Donc dans le film Scream, c'est assez bien retranscrit aussi, parce que le tueur en plus peut s'en prendre à n'importe qui. Il peut tuer des hommes, des femmes, etc. Autre point commun, le profil des victimes et des suspects. Que ce soit dans l'affaire des meurtres de Gainesville ou dans Scream, c'est à peu près la même chose. Les victimes sont toutes des étudiantes ou des étudiants, l'étudiant sportif, notamment dans le premier Scream. Et le profil des suspects aussi. C'est vrai que quand on voit Edward Humphrey, donc
l'étudiant qui avait été soupçonné dans l'affaire des meurtres de Gainesville, bon, on ne peut pas s'empêcher de penser aussi à Skid Ulrich, alias Billy Loomis, qui est l'un des étudiants suspectés des meurtres dans Scream. Bon, c'est anecdotique, mais bon, si on revient 2 secondes au profil des victimes, quand on se rappelle de Sidney Prescott, qui est la personnage principale de Scream, qui est une jeune étudiante aux longs cheveux bruns, on peut peut-être faire le parallèle aussi avec les victimes du Gainesville Ripper, qui étaient toutes des jeunes étudiantes aussi aux cheveux bruns. Avant-dernier point commun, la frénésie des meurtres. On a vu qu'à Gainesville, il y a eu beaucoup de meurtres en très peu de temps. Dans Scream, c'est pareil. Et c'est ce qu'on appelle killing spree, c'est-à-dire une folie meurtrière. En général, c'est assez rare chez les tueurs en série, parce qu'eux, ils prennent leur temps. En général, il y a quand même une certaine période de temps qui s'écoule entre chaque meurtre. Ça peut être des semaines, des mois, voire des années. Là, à Gainesville, il y a vraiment eu beaucoup de meurtres en peu de temps, 5 meurtres en 3 jours. Et quand on fait le calcul du body count dans Scream, le nombre de morts, on est à peu près au même nombre. Hein. On est à 6 victimes. 6 victimes en quelques jours aussi. 6 victimes innocentes. Voilà, j'ai pas comptabilisé. Donc, il y a plus de points communs qu'on pensait quand même. Hein. Et c'est pas fini. Le dernier point commun que j'ai trouvé, bon, il y en a peut-être d'autres, hein, mais bon, je suis pas allé sur Wikipédia, j'ai vraiment travaillé par moi-même. Le dernier point commun, c'est le cinéma d'horreur. Pourquoi ? Parce que dans Scream, Ghostface, donc le tueur de Scream, est fan de films d'horreur. Et d'ailleurs, il joue souvent un jeu pervers avec ses victimes. Il leur pose des questions sur les films d'horreur. C'était vraiment le côté original et novateur de Scream, c'est que c'est un film d'horreur et les personnages du film mentionnaient des films d'horreur. Il y avait vraiment un côté méta qui était vraiment assez intéressant, assez sympa. C'est d'ailleurs dommage qu'il n'ait pas exploité plus le concept, parce que bon, le premier Scream, c'est le meilleur de la série, et pour moi, les 10 premières minutes de Scream, c'est parmi ce que j'ai vu mieux dans le cinéma d'horreur. Voilà. C'est dommage par contre que le reste du film et le reste de la saga n'aient pas emprunté cette voie. Après, on est tombé vraiment dans une sorte de paresse, de redite, c'est bien dommage. En tout cas, le début de Scream était vraiment terrifiant à souhait. Donc j'en viens à mon idée. On pourrait penser que dans l'affaire des meurtres de Gainesville, il n'y a aucun rapport avec le cinéma d'horreur. Or, vous allez voir que si, il y en a un lien. Comme je vous l'avais dit lors de la présentation des faits, après son arrestation, Danny Rowling a utilisé un système de défense qui consistait à dire que c'est un démon qui l'avait poussé à agir, qu'il n'était pas lui-même lors des faits. Et Danny Rowling a donné le nom de ce démon. C'était un démon nommé Gemini. Gémeaux. Et Gemini, c'est très certainement une référence au Gemini Killer, qui est le personnage d'un film d'horreur américain nommé The Exorcist 3, qui a été réalisé par William Peter Blatty et qui est sorti sur les écrans américains le 17 août 1990, 9 jours avant le début des massacres à Gainesville. J'ai trouvé cette information en faisant des recherches sur IMDb, la célèbre base de données de cinéma américaine, et sachant que le film L'Exorciste 3 est sorti 9 jours avant le début des meurtres de Gainesville, il est très très probable que Danny Rowling ait vu ce film. Il a donc été quelque part inspiré, lui aussi, par le cinéma d'horreur. Donc on va éviter de tomber dans le cliché de dire que c'est ce film d'horreur qui l'a poussé à commettre tous ces actes ignobles. Ça serait un peu trop simpliste de dire ça. C'est comme ceux qui accusent les jeux vidéo de provoquer les actes de violence. Il y a un débat là-dessus, attention. Il y a des avis pour et des avis contre, attention. Parce que voilà, je fais un petit aparté. Le cinéma d'horreur aussi, c'est une façon aussi de... Il y a un côté cathartique. Voilà, ça vous permet de vous libérer aussi de votre violence. Voilà, c'est comme le jeu vidéo. Il y a des gens qui se défoulent avec les jeux et voilà, ça leur évite certainement aussi de passer à l'acte dans le monde réel. Voilà. Bon bref, je referme le petit chapitre. Parce que ça paraît assez évident quand même que Danny Rowling a vu à un moment donné, peut-être dans les 9 jours avant les meurtres ou après,
ce film. Il avait le temps de le voir après aussi, parce qu'il n'a été arrêté finalement pour le braquage que le 8 septembre 1990. Donc il avait plusieurs semaines pour le voir. Voilà, bref. En tout cas, je trouvais intéressant de relever ce petit rapport entre les mœurs de Gainesville et le cinéma d'horreur, parce que c'est le thème central du film Scream. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Donc si vous l'avez aimé, je vous remercie de faire 3 choses. Premièrement, de la liker. Deuxièmement, de vous abonner à la chaîne pour les nouveaux arrivants. Et comme je le dis souvent, c'est un petit clic qui ne vous engage à rien et qui m'aide beaucoup parce que ça m'aide au référencement de mes vidéos. Mes vidéos sont comme ça plus visibles sur Internet. Troisième chose que vous pouvez faire éventuellement, c'est de partager cette vidéo avec vos amis, avec vos familles, avec vos collègues, surtout s'ils sont en télétravail, voilà, peut-être qu'ils s'ennuient chez eux de temps en temps. Bon, là, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais bon, c'est vraiment pour ceux qui veulent donner un coup de pouce supplémentaire. Voilà. Le 5e volet de la série Scream va être sur les écrans au mois de janvier. Bon. Allez-y si vous en avez envie. Moi, je vais peut-être attendre un peu parce que bon, je vous cache pas que j'ai un petit peu décroché au fur et à mesure. J'ai quand même vu tous les épisodes de la série, mais bon, le premier reste le meilleur. La saga est devenue ensuite plus paresseuse et beaucoup plus prévisible et ça a perdu de son intérêt, quoi, un peu. Bon, je le verrai quand même, peut-être, parce qu'on ne se refait pas. Et puis c'est toujours intéressant de revoir les personnages, parce que c'est vrai que le premier Scream remontait à 96. Donc c'est vrai que la saga a 25 ans quand même, 25 ans quoi, le temps passe très très vite. Je vous remercie pour votre fidélité, je vous remercie pour votre soutien et mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui démarre, une année qu'il faut espérer sera positive. Gardez la pêche malgré les événements, l'actualité qui n'est pas toujours très très marrante. Et voilà, et surtout restez des esprits libres. Je crois que c'est ce qu'il y a de plus important et de plus précieux à notre époque. Voilà, donc je vous dis à bientôt pour de nouveaux mystères et en attendant, ne disparaissez pas.